A priori, pour l'instant, vous avez Philippe Riffman, premier rang. On va apporter un micro à Philippe Riffman. Moi, je ne connais pas effectivement le terrain et la région, donc j'avais 3 questions quand même. La première, par rapport au mouvement Bring Back Our Girls, bon, il y a effectivement tout l'aspect que vous avez décrit, mais est-ce que vous sous-estimez pas quand même, c'est les tropismes, donc je les exprime, les réactions au niveau nigérian, de la société civile? Est-ce qu'il n'y a pas cette dimension-là? Marc-Antoine s'est beaucoup exprimé là-dessus dans les médias, mais est-ce qu'il n'y a pas cette dimension? La seconde question que j'avais, c'était est-ce que ça ne rencontre pas aussi des groupes insurrectionnels ou des mouvements locaux, notamment au Nord Cameroun? Un certain nombre de gens qui se demandent s'il n'y a pas localement dans le Nord Cameroun un mouvement local d'insurrection armée, peut-être pas très structuré, qui aurait des liens avec, ou qui nouerait des liens, ou sur lesquels Boko Haram s'appuierait. Qui pourrait peut-être expliquer aussi que il y a maintenant une forte mobilisation de la gendarmerie et de l'armée camerounaise, et en même temps un enlèvement récent au Nord Cameroun, je crois, de la femme, d'un important personnage de l'État. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas cette dimension-là? Marc-Antoine, peut-être sur la question, effectivement, la société civile au Nigeria, est-ce qu'elle a un impact? Et puis les connexions, effectivement, avec le Nord Cameroun, où on dit que certains imams, certains groupes, certaines familles du Nord Cameroun ont des liens directs avec Boko Haram. Bon, d'abord, sur le mouvement Bring Back Our Girl, c'est un peu triste à dire, mais c'est quand même un mouvement élitiste, très urbain, qui réunit très peu de gens. Donc là, il y a 2 jours à Abuja, c'était le 6e mois d'anniversaire des filles. Quand ils sont allés manifester, ils ont été retrouvés devant un Sorok, avec la présidentielle, c'était quoi, 50. Bon, c'est surmédiatisé, il n'y a pas un mouvement massif. Quand vous augmentez le prix de l'essence à la pompe au Nigeria, là, il y a des émeutes, les gens vont bouger, ça va les toucher. C'est-à-dire, mais là, il n'y a pas un mouvement populaire derrière. En revanche, c'est évidemment instrumentalisé par l'opposition pour, et là je rejoins un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, Zoran, pour effectivement démontrer l'incapacité du gouvernement à retrouver ses filles, en fait. Elles étaient 276, là on est tombé donc à 219, et celles qui sont libérées, se sont libérées par elles-mêmes. Elles n'ont pas été libérées grâce au gouvernement. Donc ça montre vraiment que ce gouvernement a un problème, mais ce n'est pas parce que ça montre que le gouvernement est incapable de résoudre la crise que pour autant l'opposition, ça prouverait que l'opposition soutient financièrement ou militairement Boko Haram. Je crois qu'il faut bien quand même distinguer les choses. Pour ce qui est du Nord Cameroun, il y a depuis très longtemps, j'ai un collègue de l'IRD qui travaille là-dessus depuis 30 ans quasiment, des coupeurs de route qu'on appelle des arabinats, qui vont enlever, alors parfois, des jeunes filles, des enfants, des adultes, pour régler, alors ça peut être des conflits de bétail avec les Fulani, les Peuls, ou bien pour régler des comptes ou demander une rançon. Donc ça, c'est pas du tout nouveau. Ce qu'on croit voir, et c'est la crainte qui est aujourd'hui au Nord Cameroun, où en fait la femme du vice-premier ministre vient d'être libérée avec les Chinois. Donc ça montre bien qu'effectivement, il y a des réseaux qui passent à travers une frontière poreuse, parce que c'est la même famille, les mêmes lignages, et c'est d'ailleurs ces réseaux qui ont été utilisés pour obtenir la libération des moulins fourniers, qui a été en fait opéré depuis le Cameroun. Donc bien évidemment, ça passe à travers cette frontière. Et cette frontière, on ne pourra pas l'étanchéifier sur le plan militaire. Il faut arrêter de rêver. On ne pourra pas y arriver. Mais ça pointe un problème pour le Nord Cameroun aujourd'hui, qui est que Boko Haram va évidemment essayer de surfer sur les conflits locaux pour apporter sa logistique ou ses armements et prospérer dans le nord du Cameroun à partir du moment où l'armée camerounaise est engagée contre Boko Haram et essaye d'empêcher la circulation des armes et de l'argent via Banki, qui est aujourd'hui le gros verrou où ça se dispute entre le Nigeria et le Cameroun. Donc là, il y a cette crainte, effectivement, des lignages qui passent à travers cette frontière poreuse et les conflits locaux qu'il y a du côté du nord du Cameroun ne soient instrumentalisés par Boko Haram pour se développer de l'autre côté de la frontière.
Jean-Baptiste, peut-être une remarque de votre part sur le rôle de la société civile, des associations de droits de l'homme. Je rejoins ce que dit Marc-Antoine. Je crois que c'est un mouvement qui a été surmédiatisé en Occident. La préoccupation du Nigérian de base, effectivement, le Nigérian de base aimerait que ses filles soient libérées. Et pour le Nigérian de base, si le président obtenait une libération, même partielle, ça serait une preuve qu'il s'intéresse véritablement aux conditions de vie de la population entière. Par rapport au Cameroun, encore une fois, il faut se rappeler que ce sont des Kanouris. L'extrême nord du Cameroun est peuplé en majorité de Kanouris. Amadou Ali, le vice-premier ministre, est un Kanouri pur sucre. Son épouse est une Kanouri. Il y a eu des liens traditionnels entre composantes du groupe ethnique Kanouri, camerounais, nigérien, tchadien et nigérian, qui existent depuis bien avant l'émergence de Boko Haram. Et ça, c'est quelque chose qui est tangible. Je crois que ce qui est très important d'avoir à l'esprit, c'est que Boko Haram n'est pas né sous la présidence de Goodluck Jonathan. Et aujourd'hui, effectivement, un observateur pourrait penser que l'opposition utilise l'incapacité du pouvoir central à régler ce problème insurrectionnel qu'il y a au nord-est en mettant tous les torts sur l'administration actuelle. Alors ça serait aller un petit peu vite en besogne. Moi, je ne suis pas un médecin, Ronnie Brauman l'est, mais pour nous, Boko Haram est le bouton de fièvre qui illustre une maladie. Et on ne va pas soigner la maladie en se concentrant uniquement sur le bouton de fièvre. Alors, je vous propose maintenant d'aborder l'aspect développement humanitaire, avec déjà une première question volontairement un peu naïve, peut-être posée à vous, Marc-Antoine. C'est pourquoi un pays aussi riche que le Nigeria est dans un tel état de décomposition, développement humanitaire, société, etc. Il n'y a pas de réponse simple à cette question. J'imagine. Dans le nord-est du Borno, c'est effectivement une des régions les plus reculées, les plus marginales, périphériques, y compris sur le plan économique, et que justement le fait que ce soit très périphérique explique aussi pourquoi l'option de la négociation n'est pas retenue. Quand vous avez un autre groupe terroriste, parce qu'il n'y a pas que des groupes terroristes islamistes au Niger, il y en a un qui s'appelle le MEN, le mouvement pour l'émancipation de du Niger, qui a quand même, il faut le rappeler, fait sauter des voitures avec des explosifs au moment très symbolique, plus cinquantaine de l'indépendance à Abuja en 2010. Ça a fait près d'une vingtaine de morts, 15, quelque chose comme ça. C'était pas Boko Haram, c'était les gens du MEN, mais le MEN avait un avantage, ils avaient un levier économique. Ils agissaient dans les zones de production pétrolière qui sont tout à fait dans le sud à dominante chrétienne du Nigeria, le delta du Niger. Et effectivement, quand par des actions de sabotage, vous amputez la moitié de la production pétrolière du pays, qui est le premier producteur pétrolier d'Afrique, et que cette manne pétrolière abonde 95% des revenus de l'État, là, vous avez un sacré levier économique pour inciter l'État nigérian, le pouvoir central, le pouvoir fédéral, à négocier avec vous. D'où l'amnistie de 2009, qui d'ailleurs n'a pas empêché l'attentat terroriste de 2010. Mais Boko Haram, qui prospère dans une région extrêmement reculée où il n'y a pas d'intérêt économique, très franchement jusqu'en 2009, parce que, en fait, jusqu'aux attentats d'Abuja en 2011, et je pense que c'était aussi une des raisons de cet attentat, plus qu'un grand dessein visant à déstabiliser l'État nigérien, c'est de rappeler que Boko Haram existait. Très franchement, on peut s'entretuer entre musulmans dans le Borno, tout le monde s'en fiche à Abuja. Le reste, il y a un Nigeria de la lumière qui est à Lagos, qui est une ville extrêmement dynamique. Le Nigeria, la Banque mondiale a recalculé le produit intérieur brut, c'est devenu aujourd'hui la première puissance économique africaine, tout au moins dans les chiffres, même si la croissance économique est très mal répartie. Donc il y a un Nigeria de la lumière du côté de Lagos, et à 1000 km de là, vous avez Maïdougouri, là c'est l'enfer et c'est l'obscurité, sans parler de l'obscurantisme. Donc il y a vraiment ce contraste énorme de différencier de développement, et alors là on touche pour moi à ce qui est ma pire crainte en fait sur Boko Haram, et c'est une action qui a été très peu relatée dans les médias occidentaux, et donc je ne suis pas sûr qu'on a bien mesuré toute la portée. Il y a eu un attentat sur Lagos, c'est la première fois que Boko Haram revendiquait, chez Kao, revendiquait un attentat sur Lagos, donc dans le sud. Ils prospèrent dans le nord, essentiellement le nord-est, ils ont un petit peu attaqué Abuja, on n'a pas la carte, c'est dommage, mais ils n'ont jamais attaqué le sud à dominante chrétienne. À partir du moment où il y a ce genre d'attentat, alors au début, la police a fait comme d'habitude, elle a nié, elle a dit c'est une explosion, puis ensuite elle a fini par reconnaître que c'était bien un attentat suicide, et à ce moment-là, la réaction de la police, c'est d'arrêter 7000 musulmans à Lagos. 7000, waouh. Donc là, moi, ma grande crainte, j'ai deux craintes sur Boko Haram, c'est que, premièrement, ça aggrave, et c'est déjà le cas, le différentiel de développement entre le nord
qui est très impacté. Je ne parle même pas du nord-est, où là, c'est vraiment la bataille qui se livre, mais je parle du reste du nord. Il n'y a plus d'investissement, les flux commerciaux ne passent plus, donc c'est vraiment en train de se casser la figure. Il y a toujours eu ce décalage éducationnel, ce décalage de développement extrêmement fort, y compris du temps de la colonisation, et ça, c'est en train de s'aggraver. Et c'est difficile de gérer un pays et la stabilité d'un pays aussi immense que le Nigeria quand ce différentiel de développement s'aggrave. Et ma deuxième inquiétude, donc, c'est qu'effectivement, à travers ce genre d'attentat, Boko Haram, alors là, bascule dans une vraie stratégie de déstabilisation de l'État nigérian, qui du coup fait que dans des attentats commis au sud, il pourrait y avoir des représailles contre les minorités musulmanes au sud, qui empêcheraient, alors à ce moment-là, des représailles contre les minorités chrétiennes au nord, mais ce n'est pas des représailles qui seraient menées par Boko Haram. À ce moment-là, on arrive dans une violence communautaire dégénérée qui échappe au contrôle de tout le monde. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Donc attendons de voir un petit peu ce qui va se passer de ce point de vue. Zoran Jovanovic, alors toujours sur ce volet, développement, population en détresse, quels sont les grands dossiers que vous avez à traiter en tant que délégué donc, au Nigeria? Alors bon, comme vous le savez, nous, on a suffisamment de migraines, on ne s'occupe pas du développement, on s'occupe de l'aide humanitaire à des populations qui sont affectées par des conflits. Donc le développement, évidemment, il est fondamental au Nigeria, mais si on parle du Nord-Est aujourd'hui, ce n'est certainement pas la première priorité. La première priorité, c'est d'être capable de venir et d'apporter une réponse aux besoins des populations qui sont véritablement affectées par ce qui se passe dans ces trois États, mais principalement dans l'État de Borno, depuis aujourd'hui à peu près 2010. Avant d'évoquer justement la mission particulière du CICR, dans quel contexte, effectivement, est-ce que vous agissez? Est-ce qu'il y a par exemple des ONG de développement puissantes, organisées, efficaces dans ces zones-là? Est-ce qu'il n'y a rien? Est-ce qu'il y a une présence d'ONG internationales? Alors, MSF France est de retour à Maïdougouri. MSF France a dû quitter Maïdougouri suite à un incident de sécurité, heureusement sans gravité, qu'ils ont eu en 2013, fin avril 2013, si ma mémoire est bonne. MSF France est de retour et nous on est très contents qu'MSF soit de retour parce que c'est vrai que nous, à Maïdougouri, on se sent un petit peu seul. On se sent un petit peu seul parce qu'on n'a pas du tout la prétention d'être capable d'apporter toute l'assistance qui est nécessaire. On se sent seul parce qu'il y a des domaines d'expertise qui ne sont pas les domaines d'expertise traditionnels du CICR, qui sont nécessaires à Borno, principalement dans les zones rurales. Nous, aujourd'hui, on essaie de se concentrer sur les besoins. On a plusieurs programmes. Le premier, c'est de venir en aide aux personnes qui ont été déplacées depuis 4 ou 5 mois. Donc tous les gens qui ont dû fuir les zones rurales où Boko Haram a été capable de s'installer d'une manière plus durable que par le passé. On estime que c'est à peu près 350 000 personnes déplacées qui se trouvent aujourd'hui en ville de Maïdougouri. Et puis évidemment, pour nous, l'idéal, si on peut rêver à un idéal dans le nord-est du Nigeria, c'est d'être capable de développer des activités dans les zones rurales, indépendamment du fait de savoir qui contrôle ces zones rurales. Il faut qu'on dise quand même que nous, je touche du bois, si c'est du bois ou alors je touche ma tête, on n'a pas de problème avec les insurgés, notre présence n'a jamais été remise en cause, on ne nous a jamais dit qu'on ne voulait pas de nous là-bas, mais il faut juste se rendre compte qu'aujourd'hui, ce qu'on présente comme Boko Haram, c'est une constellation de commandants qui contrôlent des territoires, qui contrôlent les ressources qui passent sur ces territoires. Tout est une question de ressources au Nigeria, à quelque niveau que ce soit. C'est une compétition pour savoir qui va être la personne qui contrôle ce qui passe par son territoire. C'est un système de famille et de territoire. On estime aujourd'hui, en guise d'information, que ce sont 2000 familles nigérianes qui contrôlent le 90% de la richesse du pays. Pour un pays qui est estimé aujourd'hui à 170 millions d'habitants. Donc il y a pour nous aujourd'hui une priorité qui est celle de s'assurer que l'accès aux soins, alors on ne peut pas prétendre un accès aux soins de qualité, mais qu'il y ait un accès aux soins de base dans les zones rurales, qu'il y ait un accès de soins qui soit aussi un accès de soins qui soit acceptable dans les villes comme Maïdougouri ou comme Biou ou comme Gwoza dans l'état de Borno. C'est aussi une activité traditionnelle du CICR que de vouloir visiter les personnes qui sont arrêtées en relation avec le conflit. Là, vous comprendrez que je serai un peu moins bavard sur ce sujet. Ce ne sont pas des sujets que le CICR évoque en public. Je peux juste vous dire qu'on arrive à progresser sur ce dossier qui est très important. Et puis, pour nous, ce qui est aussi très, très, très important, c'est de s'assurer qu'il y a une possibilité de faire un travail humanitaire. Et malheureusement, très souvent au Nigeria, je le disais tout à l'heure, il y a une
culture humanitaire qui est très très faible.